D'abord, il faut dire une première chose. Nous, IFOP, on l'avait rebaptisé au moment des présidentielles au PIF. Parce que, en fait, quand vous regardiez la dernière semaine avant l'élection présidentielle en 2022, il s'était trompé de 5 points sur le score qu'allait faire Jean-Luc Mélenchon à la fin. Donc, à chaque fois, les sondages nous sous-estiment. Mais il y a une chose qui est réelle dans les sondages actuellement. C'est que si les électeurs et les électrices ne vont pas se déplacer, alors évidemment nous ferons un mauvais score. Et le gouvernement comme l'extrême droite compte sur une élection sans le peuple, une élection où les gens n'iraient pas se déplacer. Et c'est d'ailleurs pourquoi, et c'est notre honneur, nous sommes le seul mouvement politique à faire une campagne d'inscription sur les listes électorales alors qu'il y a 12 millions de gens non et mal inscrits dans notre pays, généralement parce qu'ils ont déménagé, et c'est possible de s'inscrire jusqu'au 3 mai. Donc nous, tout le travail qu'on fait, c'est d'aller porte à porte, convaincre que ce n'est pas seulement une élection européenne, c'est aussi la seule élection nationale entre la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et l'élection présidentielle de 2027, et que mettre un bulletin pour la liste conduite par Manon Aubry, c'est mettre un bulletin pour la paix, pour le camp de la paix, au moment où le contexte international et notamment le génocide en Palestine est terrifiant. Et puis, c'est aussi le seul scrutin où vous pouvez arrêter l'austérité incroyable qui est annoncée dans ce pays, où on s'en prend à tout le monde, aux chômeurs, aux malades, aux locataires des HLM, donc des logements sociaux, à tout le monde par la TVA sociale, aux retraités avec le gel des pensions de retraite. Bref, une saignée sociale comme on n'en a pas connu dans notre pays depuis des décennies. Nous avons calculé que si la moitié des électeurs qui avaient voté la dernière fois pour le programme L'Avenir en commun et Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, si la moitié reviennent voter pour la liste conduite par Manon Aubry et la liste de l'Union populaire, alors on fera environ 20%. Donc ça nous donne un bon seuil pour aller chercher une à une les voix. Encore une fois, le gouvernement ne veut pas qu'on aille voter. Il dégoûte les gens de la politique. Et quand les dégoûtés partent de la politique, il ne reste que les dégoûtants. Et on ne peut pas laisser les dégoûtants décider pour nous. Alors moi, je suis très fière, comme je crois d'ailleurs l'ensemble des insoumis qui ont adopté Rima Hassan quasiment immédiatement. Je suis très fière que Rima Hassan soit sur la liste de l'Union populaire, qui est d'ailleurs la stratégie de l'Union populaire qu'on continue, donc avec, vous avez des personnes de génération, des écologistes, des communistes, donc de différents partis qui sont venus, et puis des personnes de la société civile, des associations, des collectifs, des syndicats. Vous avez Anthony Smith, qui est un inspecteur du travail, qui a tenu tête à Elisabeth Borne et qui a d'ailleurs gagné, donc ça et qui protège les droits des travailleurs. Et vous avez Rima Hassan. Alors Rima Hassan, c'est une fierté d'abord parce que je crois qu'elle représente, c'est un symbole du camp de la paix et justement de la nécessité d'exiger un cessez-le-feu immédiat pour les Palestiniens et les Palestiniennes, et puis de dire que la communauté internationale, la France, l'Europe, ne sont pas impuissants face à ce qui est en train de se passer. Notamment quand on parle des élections européennes, l'Europe, c'est le premier partenaire commercial d'Israël. Et donc si par exemple l'Union européenne décidait de rompre l'accord de partenariat, l'accord économique avec Israël, ça serait une sanction économique qui aiderait à mettre de la pression sur le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou et qui aiderait à obtenir le cessez-le-feu et l'arrêt du bain de sang qui, je crois, foudroie toutes et tous notre humanité commune. Et puis, il y a quelque chose que j'aime particulièrement chez Rima Hassan, c'est que Rima Hassan, contrairement à l'image qu'ils font de toutes celles et ceux qui élèvent la voix pour la paix, Rima Hassan est une juriste en droit international. Elle est brillantissime, elle s'exprime extrêmement calmement, mais en même temps, elle dit les mots exactement fort comme il faut. Et donc, je crois que, eh bien, à la fois les journalistes et le monde politico-médiatique ne trouvent pas en Rima Hassan la caricature qu'ils auraient aimé faire d'elle, mais trouvent juste une adversaire avec une voix puissante qui porte loin et qui, je l'espère, fera que toutes celles et ceux qui veulent que, comme moi, que Rima Hassan devienne eurodéputée, eh bien, se déplaceront le 9 juin aux urnes pour mettre le bulletin de vote pour Manon Aubry et pour Rima Hassan, eurodéputée. Comme ça, elle portera pendant 5 ans au moins, et j'espère plus encore, la voix du droit international et de la paix au Parlement européen. Alors bon, déjà, j'apporte tout mon soutien à Rima Hassan. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très répandu sur toutes les voix qui s'élèvent pour la paix. Il faut se rappeler quand même qu'en France, la France a interdit pendant 1 mois et demi les manifestations en soutien et en solidarité avec le peuple palestinien au moment où les bombes pleuvaient sur Gaza, au moment où la colonisation continue en Cisjordanie et envers toutes les personnes qui se font salir les unes après les autres avec
des adjectifs qui ne cherchent qu'à flétrir les personnes et à la discréditer. Toutes les personnes qui cherchaient non pas à excuser, mais à expliquer ce qui était en train de se passer, et notamment que ce n'est pas une guerre Israël-Hamas, mais que nous sommes sur des décennies de colonisation et de guerre qui ne sont pas faites au Hamas, mais à la Palestine, avec une volonté de Netanyahou de faire disparaître la Palestine et d'enterrer la solution à deux États. Donc, il faut se rappeler, donc, manifestation interdite pendant 1 mois et demi. Le président de l'Union juive pour la paix de Strasbourg qui se fait emprisonner juste pour avoir manifesté pour la paix. Des syndicalistes qui se font traîner en justice, d'abord à 6 h du matin, perquisition chez eux par la police pour avoir écrit un tract pour la paix dans le Nord, puis traînés par la justice avec le procureur qui requiert 1 an de prison contre eux. Puis ensuite, c'est l'AFP qui a été traitée d'antisémite parce qu'elle refusait d'utiliser le terme organisation terroriste pour le Hamas. Ensuite, c'est Amnesty International qui s'est fait traiter de terroriste. C'est Monsieur de Villepin qui s'est fait traiter d'antisémite, etc., etc., etc. Donc, toutes les voix pour la paix se sont fait flétrir. Et je crois que en arrivant avec la France Insoumise et l'Union Populaire, les attaques augmentent de niveau. Pourquoi augmentent-elles de niveau? Déjà parce que, on l'a bien compris, le pouvoir a décidé d'attaquer frontalement la France Insoumise comme étant une alternative possible au pouvoir, puisque vous avez d'un côté l'extrême droite qui n'est en rien une alternative, ils votent comme eux, contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune avec les macronistes, contre l'augmentation des salaires, ils votent comme eux par exemple pour augmenter justement les loyers, et puis de l'autre côté il y a l'alternative que nous représentons qui a fait 22% aux élections présidentielles, et donc il y a une forme de violence supplémentaire qui s'exerce sur nous parce qu'ils savent que oui, nous pouvons gagner dans ce pays et nous pouvons à tout moment inventer un autre avenir, donc ça décuple le niveau de violence contre nous. Et donc Rima Hassan a à la fois la violence qui s'exprime contre toutes les voies de la paix, aussi contre, il faut le dire, dans un monde politique sur lequel le sexisme, le racisme s'expriment fortement, et puis le fait d'avoir en plus rejoint la France Insoumise et l'Union Populaire, ce qui fait un faisceau d'attaques sur elle qui est quand même très 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 fort, et donc vraiment je veux lui apporter tout mon soutien et lui redire toute ma fierté qu'elle soit avec nous dans ce combat pour la paix. Nous avons un grave problème démocratique dans ce pays. Rendez-vous compte, le PS par la voix de M. Gage, l'extrême droite, les macronistes, tous ensemble, et les LR bien sûr, et les républicains à la droite, tous ensemble se sont alliés pour porter un problème sur la conférence de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas la première fois qu'il y a une conférence qui est annulée. C'est déjà arrivé à Rennes la semaine dernière. Et alors, quand ils ont pris comme prétexte cette fois-ci, ils ont pris pour prétexte que l'université avait demandé que sur l'affiche qui annonçait la conférence, on mette le logo de l'association qui est invitée. Et donc, dans le logo de l'association qui est invitée, ils disent que l'association aurait en quelque sorte effacer l'État d'Israël. Personne ne dit ça. Vous écoutez tout ce que Rima Hassan a dit, tout ce que Jean-Luc Mélenchon a dit, où à chaque fois nous nous référons au droit international et notamment à la solution à deux États. Jamais nous n'avons dit qu'il fallait faire disparaître l'État d'Israël. Et d'ailleurs, cette association non plus. Elle utilise juste une carte de la région, comme le fait d'ailleurs l'Union des étudiants juifs pour la paix, comme le fait le CRIF régulièrement, sur lequel il n'y a aucune polémique. Donc c'est un prétexte. Et je vais vous dire pourquoi c'est grave démocratiquement. Les universités sont un lieu dans lequel on peut réfléchir, s'émanciper, débattre, être d'accord ou être en désaccord. Et que se passe-t-il dans les universités à chaque fois que des étudiants ont essayé d'exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien, ils ont été réprimés. À chaque fois que nous faisons des conférences, notamment pour la paix, eh bien, de plus en plus, elles se font annuler. C'est très grave démocratiquement et je crois que tout le monde doit se réveiller dans ce pays sur ce que ça veut dire comme censure et comme volonté de faire taire les voix pour la paix. Mais nous ne nous tairons pas et cette conférence aura quand même lieu jeudi à Lille. On va chercher un endroit, puis si on ne trouve pas d'endroit, on la fera sur une place. Mais nous ne nous tairons pas et je dois dire que je trouve ça minable, lamentable, honteux de la part de politiques d'avoir fait des polémiques sur cette question-là, alors que pendant ce temps-là, la question qui se pose est de savoir si il va y avoir, par exemple, une guerre généralisée avec peut-être une riposte de Netanyahou sur l'Iran, alors que la question est de savoir combien de personnes vont mourir de la famine qui est utilisée comme arme de guerre, alors que la question est de savoir si une offensive va être définitivement lancée sur Rafah, où il y a toujours 1,5 million de Palestiniens qui sont bloqués sans eau, sans l'électricité, sans médicaments, et alors que tous les témoignages qui nous parviennent font état
de franchissement de seuil dans l'horreur en continu. Voilà ce qui devrait occuper le débat politico-médiatique. Comment obtient-on immédiatement le cessez-le-feu? Pourquoi est-ce que la France n'a toujours pas fait l'embargo sur les armes? Pourquoi la France n'a pas fait de résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu permanent? Tout ça, c'est ce que la France devrait et pourrait faire, et c'est ce que le gouvernement en ce moment refuse. Alors, je suis très fière qu'on ait gagné cette constitutionnalisation de l'avortement, d'abord parce que tout le monde nous disait que c'était impossible, que c'est par ailleurs d'abord une victoire des féministes, des collectifs, des associations qui depuis des décennies se battent sur cette question, et c'était impossible, et bien on a réussi à le faire, et on a vraiment forcé Emmanuel Macron à le faire, puisqu'au départ, il ne voulait pas aller jusqu'à protéger et garantir ce droit dans la Constitution. C'est très important parce que le droit à l'avortement, donc le droit à disposer de son corps, jusqu'alors était régi par simplement une simple loi qui pouvait changer à tout moment selon les majorités. L'inscrire dans la Constitution, c'est la garantir, même si on sait qu'il n'y a aucun marbre assez puissant pour pouvoir la garantir à vie. Il faudra toujours continuer de se battre, mais la garantir pour les générations futures et dire à nos filles, petites filles, arrière-petites filles, qu'elles n'auront pas moins de droits que nous. Et c'est surtout un très très beau symbole au moment où l'extrême droite partout dans le monde est en train de remettre en cause ce droit, que ce soit aux États-Unis, en Pologne où 6 femmes sont mortes, que ce soit en Hongrie où on oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter, que ce soit en Argentine où l'arrivée de Javier Milei au pouvoir met en danger ce droit qu'elles avaient conquis de haute lutte en 2020. Et pour nous, sur l'extrême droite, c'est un beau symbole. Pourquoi? Parce que, justement, quand il y a une mobilisation très forte des associations, des parlementaires, de la société civile, par exemple ces parlementaires, ces sénateurs qui avaient voté contre une première fois et à qui leur fille a dit « Papa, si tu ne votes pas pour constitutionnaliser le droit à l'avortement, alors je ne viendrai plus à Noël et je te parlerai plus jamais de ma vie », ça montre quand même un fort engagement de la société. Et bien justement, quand il y a une forte mobilisation populaire, on fait non seulement une défaite à l'extrême droite, mais on les fait reculer. Parce que sur cette question-là, ils ne peuvent plus dire frontalement qu'ils sont contre l'avortement. Donc on va le faire sur ce sujet-là, mais aussi sur l'antiracisme, sur tous les sujets. Il faut affronter les fachos et c'est comme ça qu'on les fait reculer. Il y a du racisme, ça c'est une évidence, des gens qui essayent de différencier des gens qui fuient la guerre selon leur couleur de peau, selon qu'ils les sentiraient plus européens ou moins européens, ce qui en fait est simplement du racisme. Moi je le dis d'autant plus que je suis assez fière de la manière dont on a accueilli les Ukrainiens en France et j'aimerais que l'ensemble des réfugiés dans notre pays soient accueillis de la même manière. Moi, je ne demande pas que les Ukrainiens aient moins de droits, au contraire, je demande à ce qu'on accueille tout le monde dignement. Et l'exemple pour les réfugiés ukrainiens a bien montré que lorsqu'on a la volonté politique d'accueillir dignement les gens, alors on peut le faire. Ce qui se passe sur les Palestiniens, bon, il y a déjà le fait que le blocus total empêche les gens de sortir. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que lorsque les gens arrivent, on leur demande de suivre la procédure d'asile classique, alors que beaucoup espèrent pouvoir revenir en Palestine lorsque Netanyahou aura arrêté les exactions, les crimes contre l'humanité qu'il est en train de commettre sur le peuple palestinien, quand on l'aura forcé à le faire, pour être plutôt exact. Et donc, il y a un statut qu'on a donné aux Ukrainiens qui s'appelle un statut qui est en fait humanitaire temporaire, qui permet par exemple pour des gens qui étaient arrivés en 2022 d'avoir un statut jusqu'à 2025, qui leur permet de travailler, de se loger, d'avoir accès à de l'argent pour pouvoir vivre dignement, pour pouvoir les aider au départ. Et pour le coup, eh bien, on ne donne pas ce même droit aux Palestiniens. Et je dois dire qu'il y a une solidarité assez extraordinaire avec les Palestiniennes et les Palestiniens qui se retrouvent hébergés à droite à gauche, parce que ce sont souvent les citoyens qui font eux-mêmes des cagnottes pour aider les Palestiniennes et les Palestiniens qui arrivent jusqu'à nous. Et je le dis d'autant plus qu'à Ivry-sur-Seine, là où je suis élue, il y a la famille Abou Shamla, et que la France a une dette immense, morale, envers cette famille-là, puisque le père des enfants de la famille Abou Shamla, Ahmed Abou Shamla, est mort dans une frappe, a été assassiné dans une frappe israélienne, notamment parce qu'il restait avec ses enfants qui n'avaient pas encore eu le permis de sortir alors qu'il travaillait depuis 20 ans pour la diplomatie française. Et quand on travaille pour un institut français depuis 20 ans, eh bien on a le droit de pouvoir sortir avec l'ensemble de sa famille. Et c'est parce qu'il est resté avec ses enfants, pour ne pas les laisser seuls, qu'il a été tué par l'armée de Netanyahou. Et bien même avec cette dette énorme, non seulement l'Assemblée nationale a refusé une minute de silence pour Ahmed Abou Shamla,
Mais, et d'ailleurs, on pourrait le faire pour l'ensemble des travailleurs de l'Institut français, mais aussi des travailleurs de l'ONU, puisque c'est la guerre qui a tué le plus de travailleurs humanitaires de toute la création, depuis la création de l'Organisation des Nations Unies. Mais en plus de cela, eh bien, ils se trouvent en ce moment dans une situation très difficile, notamment financière. Et c'est les Ivriens et les Ivriennes, des réseaux de solidarité qui essayent de les aider au mieux. Je crois que ça déshonore notre pays. Alors le sentiment, c'est un sentiment qui, je crois, nous atteint tous et tous à la fois d'une tristesse infinie, d'une rage énorme devant le génocide qui se déroule en plus devant nos yeux, parce que tout le monde voit les images sur son portable, tout le monde sait, et pourtant nous avons des gouvernants et des puissants qui maintenant disent des mots qu'ils ont mis beaucoup de temps à dire, mais ne passent pas aux actes. Et encore une fois, que Emmanuel Macron dise que reconnaître l'État de Palestine n'est pas un tabou est une chose. Mais il n'a toujours pas reconnu l'État de Palestine. L'Espagne va le faire. L'Irlande va le faire avant l'été. La Slovénie a dit qu'il comptait le faire. Il y a déjà 138 États dans le monde qui le font et la France ne l'a toujours pas fait. Et c'est pourtant un signal qui serait très important pour la paix. La France est un des rares pays à faire partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle peut présenter des résolutions pour le cessez-le-feu. Elle ne le fait pas. Il n'y a pas de sanctions économiques sur le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Je parlais notamment de l'accord économique. Il n'y a pas d'interdiction sur les armes, au point qu'on a appris que le gouvernement avait menti à la représentation nationale avec en secret 100 000 munitions pour fusils mitrailleurs qui ont été envoyées en Israël. Et ce sont ces mêmes munitions qu'on retrouve dans les massacres de la farine avec des gens qui cherchaient juste à avoir accès à manger et qui se sont fait assassiner au moment où ils cherchaient juste à manger. Et au moment où on interroge le gouvernement dessus, que nous dit-il ? Eh bien, que normalement, l'État d'Israël n'a pas le droit de les utiliser à Gaza. Personne n'y croit, aucune preuve n'est apportée dessus. Donc je crois qu'on partage à la fois un sentiment de colère très fort, un sentiment d'impuissance parfois, et peut-être à celles et ceux qui se sentent impuissants, moi je voudrais dire ce que Iman, infirmière qui est revenue de Gaza de l'association Palmen, nous a dit. Elle nous a dit parfois, même moi, j'hésitais à aller en manifestation, à aller dans les différents événements organisés pour la Palestine. Et elle dit jusqu'à que je me rende là-bas et que je me rende compte qu'ils regardent tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait est regardé. Tout ce qu'on fait leur donne de la force. Et quand vous regardez, Netanyahou est de plus en plus isolé sur la scène internationale, au point que les États-Unis se sont abstenus sur les cessez-le-feu de 2 semaines qui malheureusement n'a pas eu de matérialité concrète, notamment parce que les moyens n'ont pas été mis pour qu'il n'y ait pas de matérialité concrète. Mais il n'empêche qu'au niveau des États, même avec leur plus fort soutien, ils sont de plus en plus isolés. Et surtout, partout dans le monde, les peuples manifestent contre l'extrême droite de Netanyahou pour dire « pas en notre nom, nous ne serons pas complices du génocide en cours ». Et je veux remercier l'Afrique du Sud qui a sauvé l'humanité, la dignité de l'humanité en faisant ses multiples interventions auprès de la Cour internationale de justice. Donc ce qu'il faut faire, c'est continuer la pression. Et puis je vous le dis parce que moi, parfois, je pense à ça quand l'impuissance ou la colère ou la tristesse est trop grande. Je pense à cette phrase d'un poète, historien, essayiste, bon il a beaucoup de casquettes, Elias Sambar, qui dit « La Palestine est une arête plantée dans la gorge du monde, personne ne parviendra à l'avaler ». Et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir sur ce que nous faisons toutes et tous, c'est-à-dire faire en sorte par nos actes de ne pas laisser la Palestine disparaître. Nous ne faisons pas de double standard. Nous avons condamné ce que la communauté internationale dans son grand ensemble n'a jamais condamné. Nous avons condamné l'attaque sur donc le bombardement qui a fait 16 morts sur le consulat iranien en Syrie. Nous condamnons aussi les envois de missiles et de drones qui ont été faits par l'Iran. Pourquoi? Parce que cela pousse la région dans une escalade qui pourrait mener à une guerre généralisée qu'alors plus personne ne pourrait maîtriser et qui serait une forme de catastrophe dans la catastrophe. Et je le dis d'autant plus que j'ai encore en tête aussi les manifestations énormes qui ont eu lieu en Iran, notamment suite à la mort de Mahsa Amini, avec l'année dernière en 2023, plus de 800 personnes qui ont été exécutées et condamnées, enfin exécutées et condamnées à mort, et exécutées en Iran, ce qui est une augmentation de plus de 40% par rapport à l'année précédente. Beaucoup étaient des jeunes gens qui manifestaient pour le droit à la démocratie, pour le droit à vivre en liberté. Et donc, moi, ce que nous disons, nous, très clairement, c'est qu'il faut,
œuvrer à la désescalade pour ne pas arriver sur une guerre généralisée qui serait pire que tout. Mais la deuxième des choses, c'est d'arrêter avec un double standard et je trouve ça scandaleux que ceux qui ont condamné l'attaque iranienne n'aient pas dit un mot sur le consulat iranien en Syrie, de même que ceux qui font des grands discours, prennent des sanctions quand il s'agit d'autres grandes puissances, ne sont pas capables de le faire sur le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Et je le dis, la France a les moyens d'agir. L'Union européenne a les moyens d'agir, nous ne sommes pas impuissants et nous continuerons à tout prix à marcher tant qu'il le faudra, à revendiquer tant qu'il le faudra, à nous faire flétrir tant qu'il le faudra, mais nous ne nous tairons pas. Ça tient à beaucoup de choses qui seraient très longues à expliquer, que, à mon avis, qui seraient trop longues pour ce moment-là que nous avons. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui vient avec le choc des civilisations, qu'essaye de nous imposer l'extrême droite. Quelle est la lecture de ce choc de civilisation? Il y aurait l'Occident contre le reste du monde, la barbarie, et dont Israël, en fait, dans la région du Proche-Orient, serait en quelque sorte le relais de l'Occident face à la barbarie. Pourquoi c'est très grave d'essayer d'imposer cette vision-là? D'abord parce que c'est une vision qui est profondément raciste, ensuite parce que c'est une vision qui déshumanise l'autre et qui déshumanise les autres êtres humains, et on l'a vu très clairement par exemple sur la Palestine, avoir bon, que ça soit du gouvernement de Netanyahou qui explique que ce sont des animaux humains, qu'ils l'ont bien cherché, qu'on devrait utiliser une bombe nucléaire sur Gaza, mais je veux dire même en France, quand vous avez écouté les médias, vous entendez les médias qui vous expliquent que une victime israélienne ne vaut pas une victime palestinienne, et qu'il y en a qui sont des morts qu'on a visés, et puis d'autres qui seraient des victimes collatérales en Palestine, ce qui est bien sûr absolument insupportable. Et moi je suis fière d'avoir à tout moment été la présidente d'un groupe parlementaire qui non seulement a refusé de se lever et d'applaudir le soutien inconditionnel à Netanyahou au moment du 10 octobre, peut-être quelque chose par là. Et puis la deuxième des choses, c'est d'avoir refusé à tout moment de dire que un crime de guerre justifiait d'autres crimes de guerre, et que surtout des vies valaient moins que d'autres vies, et que dire que toutes les vies se valaient, toutes sans exception. Donc je crois qu'il y a beaucoup dans le fait de la représentation d'Israël comme étant un Occident, un proche de nous, et qui est une vision profondément raciste du monde qu'essaye d'imposer l'extrême droite. Et c'est pourquoi nous avons refusé d'entrer dans cette vision du monde, et y compris, rappelez-vous, alors Emmanuel Macron, ça a été très court, mais avait quand même proposé à un moment de refaire une coalition comme celle contre Daesh, contre le Hamas, c'est-à-dire de rentrer dans la guerre du terrorisme. C'est pour ça que nous avions refusé d'aller au-delà du droit international sur les qualifications de l'organisation du Hamas, pour dire, si c'est pour rentrer ensuite dans quelque chose où vous allez avoir la guerre du bien contre le mal, le moment où, quand vous vous battez contre le terrorisme, le droit international n'existe plus, eh bien nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça qui est en train qui se joue dans la relation, en plus de bases militaires, en plus d'intérêts géopolitiques, et puis en plus d'une histoire longue, puisque on le sait, l'État d'Israël a aussi été créé sur les bases de la Shoah et d'un antisémitisme profond en Europe, qui donne aussi des clés de lecture des liens extrêmement complexes qu'il y a avec l'État d'Israël. Et je le redis, si nous défendons le droit international et la solution à deux États, c'est parce que nous pensons en tout cas, c'est en suivant le droit international que nous permettrons au peuple israélien, au peuple palestinien de vivre libre et en dignité et en sécurité. Non, la France n'est pas du tout à la hauteur de son histoire, y compris parce que dans l'histoire, la France a joué à des moments des rôles importants pour le peuple palestinien, et là, elle a abandonné absolument tous ses principes. D'abord, ils ont mis plusieurs semaines à dire, enfin même mois, à dire le mot cessez-le-feu. Alors maintenant ils disent le mot cessez-le-feu, et même mieux, Emmanuel Macron a fait la semaine dernière une tribune avec le roi jordanien et le président égyptien, et a même mis une petite vidéo sur son Twitter pour expliquer, pour montrer un avion qui envoyait des vivres et des médicaments sur la bande de Gaza, pour montrer à quel point la France aidait. Tout cela ne va pas du tout. Je veux dire, dire des paroles sans cesse,
reconnaître la Palestine n'est pas un tabou, mais ne pas le faire derrière. Dire il faut un cessez-le-feu, mais n'avoir pas fait en 6 mois une seule résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ne pas avoir décrété l'embargo sur les armes et l'interdiction de vente d'armes. Ne pas mettre des sanctions économiques. Tout ça montre qu'à chaque fois qu'il faut poser les actes, le président de la République n'est pas là. Et pire, il contribue lui aussi à faire en sorte de marginaliser, de décrédibiliser les voix pour la paix. Donc je crois que Emmanuel Macron fait semblant d'hausser le ton régulièrement, mais nous demandons et nous exigeons des actes. Et par exemple, j'ai écrit avec 114 parlementaires pour demander au président de la République d'interdire les ventes d'armes. Je n'ai pas eu une seule réponse sur cette question. Et donc je considère que la France devrait tout au contraire reconnaître l'État de Palestine, devrait tout au contraire œuvrer pour la paix, faire une pression maximale sur Netanyahou, parce qu'il n'y a que la pression sur un homme qui essaye de garder son pouvoir qui pourra le forcer à arrêter, d'autant que nous sommes dans un moment où Netanyahou est de plus en plus isolé au niveau international, mais aussi au niveau national, et c'est dans ces moments-là où il faut accroître les failles et justement faire en sorte d'arrêter d'avoir une défense inconditionnelle pour un président et un gouvernement qui actuellement sont des génocidaires. Alors je me sens très chanceuse d'être dans un mouvement politique qui a en quelque sorte des problèmes de riches. On a donc Jean-Luc Mélenchon qui a fait 22% aux élections présidentielles. Je rappelle qu'en 2021-2022, on nous disait que de toute façon, jamais la gauche ne pourrait faire n'importe quel score. C'est d'ailleurs pour ça que Roussel y avait été, puisque de toute façon, ça ne servait à rien, et que les autres, etc. etc. Maintenant, alors que Jean-Luc Mélenchon, on le décrivait en 2016-2017 comme étant quelqu'un qui à la fois faisait des scores très élevés, mais qui était assez seul, et bien je crois qu'on a réussi à prouver dans les faits qu'on était nombreux et nombreuses à pouvoir assurer des responsabilités, que ça soit au niveau du Parlement européen avec Manon Aubry qui est coprésidente de la gauche européenne, moi je suis présidente du groupe parlementaire, Manuel Bompard est coordinateur du mouvement, et puis vous avez beaucoup des figures qui sont connues, reconnues, vous avez François Ruffin, vous avez Louis Boyard, vous avez... Bon, et je crois que ça fait partie de la richesse d'un mouvement, et c'est aussi la force d'un Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon a toujours eu à cœur de transmettre, et je me rappelle que quand nous étions jeunes militants, il nous disait toujours, vous êtes certes des jeunes militants, vous avez peut-être 20 ans, 22 ans, mais en fait vous êtes aussi les héritiers d'une lutte très longue, et cette idée de dire que quelle que soit la personne, cette lutte continuera dans l'histoire, cette lutte très longue pour l'émancipation, pour que les peuples puissent décider pour eux-mêmes de leur avenir, eh bien je crois que c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en capacité d'avoir plusieurs personnes qui peuvent candidater que ce soit à des présidentielles ou à d'autres élections, donc j'en suis très fière. Merci Mathilde Panot. Merci.